Alors Niels, ravi de te voir, monsieur. Enchanté de te rencontrer, Teddy Baldassar. De même, merci beaucoup de nous accueillir ici. Donc, FC est une marque qui, selon moi, représente cet écart entre ce que les gens pensent que la marque est capable de faire et ce dont elle est réellement capable. Donc, je suis enthousiaste à l'idée de découvrir un peu plus les coulisses. Nous sommes ici à Genève. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet espace et ce qui s'y passe? Ici, 6000 mètres carrés sont entièrement consacrés à l'horlogerie. Je veux dire, nous avons agrandi l'installation juste avant le COVID. En 2019, nous avions 3000 mètres carrés, nous avons doublé la surface. Et ici, nous sommes en fait dans le T1, c'est ici que la magie opère. C'est ici que les mouvements sont produits, assemblés et que le développement a lieu. Et au fil du temps, disons depuis le lancement du premier mouvement Manufacture, en 2004, nous avons lancé de nombreux mouvements maison jusqu'à aujourd'hui. Je veux vraiment insister sur ce point. Cette marque, âgée d'un peu plus de 30 ans, a connu une progression fulgurante vers le développement en interne. Vous avez travaillé dans différentes marques auparavant, vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps, depuis plus de 10 ans maintenant si je ne me trompe pas. Que souhaitez-vous clarifier pour ceux connaissant Frédéric Constant, mais s'interrogeant sur la philosophie de la marque? Que faut-il mieux comprendre pour la suite? Je pense que nous sommes la seule marque capable de produire des calibres manufacture dans notre gamme de prix, mais pas seulement 400 ou 500 pièces. Nous sommes capables d'en faire 10 000 unités. Nous sommes capables d'en faire 12 000 unités. Tout se passe ici. Et cela nous différencie de la concurrence et nous permet, d'une certaine manière, d'être accessibles en termes de prix. Nous voulons offrir un prix juste pour notre produit avec un mouvement interne sans être hors de prix. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étapes dans notre parcours. Nous allons découvrir davantage les coulisses, mais peux-tu nous en dire plus sur les personnes que nous allons rencontrer? Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez la chance de rencontrer Roland, maître horloger ici depuis 6 ou 7 ans. Il participe au développement. Il collabore étroitement avec moi s'il a des idées. Et surtout, il peut vous montrer les coulisses de l'horlogerie. Alors Ron, ravi de te voir. En tant que fabricant, il y a clairement une production réelle ici. Nous sommes ici dans le T0, oui. Que fait-on précisément dans cet atelier? Peux-tu en dire plus? Le T0 dans l'horlogerie correspond à la fabrication des pièces, ici à partir de petites plaques comme celle-ci. Nous fabriquons en fait les pièces de la montre. Donc ces plaques vont dans la CNC, puis la CNC découpe tous les trous, toutes les pièces, et ensuite on obtient des pièces comme celle-ci. Ce n'est pas entièrement automatique. Parfois, il faut changer des pièces, puis enlever les bavures. Je peux vous montrer comment faire ici. Quelles pièces fabriquez-vous, par exemple des platines ou des ponts? Les platines principales, oui. Donc la plupart des pièces plus grandes ou les ressorts et disons les rubis qui sont produits, ce sont vraiment des personnes spécialisées parce qu'elles sont bien meilleures pour le faire. On pourrait le faire en interne, mais on préfère laisser les spécialistes s'en charger pour obtenir les meilleures pièces du marché. Mais les platines principales et les ponts, c'est ce qu'on peut faire ici. Comme je l'ai dit, ça commence par une platine comme celle-ci. Ensuite, mais ça passe dans la machine CNC, puis elle usine une pièce. Ensuite, quand c'est terminé, on la retourne et elle fait soit le côté cadran, soit le côté mouvement de la pièce. Et puis comme ça, une fois que c'est fait, ça sort comme ça. Donc avec la bavure encore attachée, la seule chose à faire est de la retourner. On enlève la bavure et ensuite on peut soit l'envoyer au traitement galvanique, oui. Ou on peut déjà l'utiliser directement et insérer les pièces préassemblées. Réalisez-vous aussi du prototypage pour certains de vos calibres de manufacture dans cet atelier? Y a-t-il différentes pièces? Par exemple, si vous disposez d'un calibre de manufacture, produisez-vous aussi certains composants ici? Nous en avons principalement 2 pour la production et un sur le côté qui est l'un de nos premiers. On l'utilise pour le prototypage, 4 ou 5 pièces max, juste pour vérifier leur fonctionnement. Quelles sont les considérations? J'ai beaucoup appris sur l'installation de ces machines. La configuration diffère pour le prototypage et la production standard, avec bien plus d'essais et d'erreurs à cette étape, non? Oui, il faut tester de nombreuses choses. Parfois, les marges sont trop grandes, d'où l'importance de communiquer souvent avec le T1 que nous verrons plus tard pour vérifier le bon déroulement. Si un prototype existe, il est remonté directement, on le teste et si besoin, on recommence. On peut directement fabriquer un nouveau prototype, donc c'est aussi un avantage d'avoir les machines ici. On peut changer les choses assez rapidement si elles ne conviennent pas. On peut les modifier, on peut les ajuster parfaitement pour la production. En plus des platines, nous fabriquons aussi d'autres pièces, comme vous pouvez le voir ici, avec quelques exemples.
Voici le module de notre montre à heure universelle. Donc, nous l'avons d'abord prototypé ici, nous l'avons testé, et toutes ces pièces étaient soit des prototypes, soit simplement des pièces à vous montrer maintenant. Voici par exemple la platine principale de notre montre unique. Ici, nous testons si cela fonctionne avec le tourbillon, l'échappement et le module nuage fondant. Donc, c'est vraiment bien d'avoir la CNC et la capacité de fabriquer des pièces ici et de les tester directement. Même un petit composant, comme un pont de tourbillon. Donc, nous avons des ponts de tourbillon ainsi que des composants plus petits pour des capacités modulaires sur un Cellita, par exemple. Nous faisons aussi les petits ajustements là-dessus. Quand vous recevez une ébauche, il peut y avoir des éléments à personnaliser. Il est rare d'intervenir sur un mouvement complet, mais certaines considérations existent. 3 aiguilles, bien sûr, oui. Vous pourriez avoir des dates de base, des dates sautantes, par exemple. C'est développé en interne et nous fabriquons aussi certaines des pièces ici pour cela. Et c'est quelque chose d'important à mentionner parce que je pense que quand quelqu'un voit que c'est une base Cellita ou une base La Joux-Perret, il pense simplement que cela arrive comme un mouvement complet. Il n'y a pas d'autres considérations. Mais il y a des moments où vous créez même des composants ici en passant par le même processus que pour l'un de vos calibres manufacturés afin d'atteindre le niveau de qualité que vous souhaitez. Ajoutez simplement le module pour plus de complexité. Oui, les gens jugent vite en voyant Cellita, mais il peut y avoir plus de travail. Ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, et pour certaines marques, cela peut vraiment être le cas. Certaines de ces critiques peuvent, vous savez, être justifiées parce que cela peut arriver, mais pas pour Frédéric Constant. Non, comme je l'ai dit, nous avons les 3 aiguilles, mais nous faisons aussi les modifications si nécessaire ou souhaité. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux mentionner ici? Passons vite par ici. Donc ici, si les pièces sont terminées, elles vont ici rapidement. Bien sûr, nous avons aussi d'autres contrôles de qualité avec des technologies plus avancées, mais ici, nous mesurons rapidement toutes les pièces. Nous avons tous les micromètres et un microscope pour vérifier et contrôler que toutes les pièces sont dans les marges. Ici, s'ils pensent que c'est bon, cela part soit vers T1 pour être testé directement, soit vers le contrôle qualité afin qu'ils puissent tout vérifier. Ils placent le croquis sur la pièce réelle pour voir si tout est dans les... Mesurez-vous surtout la profondeur des composants pour vérifier leur compatibilité? Nous faisons aussi des tests de dureté pour voir si le matériau est le bon, parce que toutes ces plaques peuvent être un peu plus tendres, donc il faut tout vérifier. La profondeur, la largeur des trous, parce que la CNC, bien sûr, c'est presque parfait, mais il peut aussi y avoir des erreurs. Donc c'est toujours bien de vérifier. Par exemple, pour l'une de vos complications les plus complexes, comme une perpétuelle, je suis sûr qu'à la fin, il y a tellement de composants à prendre en compte. Même à ce stade, même si ça ne se passe pas avant l'assemblage, vous devez probablement déjà penser à tous ces pivots, à toutes ces différentes choses. Ils sont tous vérifiés séparément, car si l'un ne fonctionne pas... Et c'est probablement des dizaines de pivots différents que vous devez tester pour obtenir ce mouvement. C'est ça. Chaque pièce est préassemblée puis retestée, ce qui ajoute de nombreuses étapes. Beaucoup demandent souvent combien de temps il faut pour assembler la montre. Pour simplement la remonter, cela prendrait 15 à 20 minutes, mais le préassemblage, le réglage, tous les contrôles et vérifications, c'est ce qui rend le processus long. C'est là que passe tout le temps, dans tous les contrôles à chaque fois. Après un petit trajet, nous sommes ici dans le stock de Theon. Theon fait partie de l'usine où tout est assemblé et préassemblé et aussi réglé. Près du stock, les kits pour les horlogers sont préparés. Nous avons aussi le préassemblage, qui malheureusement n'est pas ici, mais que nous verrons plus tard dans le Theon. Ici, tous les kits, donc les mouvements, les modules, sont préparés pour l'horloger. Ils vont dans le T1 où ils seront préparés, assemblés et souvent finalisés. Quelles autres considérations sont prises en compte? Ces kits sont-ils toujours préassemblés? Vous recevez aussi certains modules déjà terminés? Oui, ici, il n'y a que les modules. Nous devons les monter sur le mouvement qui nécessite aussi de petites pièces. C'est donc toujours de l'assemblage. Mais les modules ont aussi été fabriqués auparavant. Donc, c'est ce qu'on appelle un OF. C'était une opération réalisée par un autre horloger également. Une fois terminée, elle arrivait ici. Bien sûr, d'abord, il y a le contrôle qualité. C'est la première étape. Ensuite, ça arrivait ici et maintenant, c'est finalisé en rassemblant toutes les pièces qui ont été fabriquées auparavant. Et cela inclura à la fois les calibres de manufacture, mais aussi, si par exemple vous utilisez un mouvement La Joux-Perret, il peut y avoir d'autres considérations. Vous recevez quand même cela sous forme de kit. Sinon, si ce n'est pas avec l'horloger, ce sera à cette étape suivante. Donc, cela arrive au contrôle qualité, que nous voyons aussi ensuite en interne chez T1, puis après nous verrons si nous pouvons effectuer les modifications. Si le mouvement que nous utilisons pour cela, ou s'il reste standard, il passe à T2 pour l'emboîtage.
Nous passons maintenant à l'étape du préassemblage. Par exemple, notre collègue Enrica travaille sur la disque de date qui changera la date toutes les 24 heures. Il place toutes les goupilles et le doigt qui fait sauter la date après 24 heures. Comme vous le voyez là-bas, il y a de petites goupilles. Donc, il faut être très prudent. Ce que nous faisons normalement, c'est mettre un peu d'huile, puis faire adhérer la goupille grâce à l'huile, et ensuite, nous pouvons l'insérer. Ensuite, les pièces doivent également être nettoyées. Il y a finalement beaucoup d'étapes pour une petite roue, alors qu'en la voyant, on pense que tout est simple. Comme mentionné précédemment, la majorité du temps est dédiée au préassemblage. Et puis, en ce qui concerne les horlogers ici, les techniciens ici, est-ce qu'ils sont formés sur différentes spécialités ou est-ce qu'ils se concentrent principalement sur une seule? Certaines personnes se spécialisent aussi dans une seule chose, par exemple dans les complications. Certains se concentrent sur le tourbillon, tandis que la ligne régulière de la manufacture ne s'en occupe pas. Donc à ce niveau-là, il y a des spécificités, mais tout le monde fait le préassemblage, tout le monde fait l'assemblage. Peu importe, nous faisons aussi notre propre assemblage, y compris pour les complications, donc il n'y a aucune différence. Quand tu commences ici, tu fais beaucoup de préassemblage. Je n'aimais pas ça car un calendrier perpétuel a de nombreuses broches, environ 14 ou 15 chacune, avec un poussoir différent. Donc il faut toujours changer et vérifier. C'est comme s'il y avait une pression différente à appliquer à chaque fois. En plus, tu reçois 500 modules comme ça, donc c'est toute ta semaine de travail, mais au final, tu apprends beaucoup, donc c'est vraiment bien parce que tu apprends à manipuler toutes les petites broches. Normalement, quand les pièces sont assemblées, tu vois que les roues sont plus grandes que les broches qui vont dedans. Ouais. Donc c'est bien de travailler aussi avec les petites pièces, comme ça tu deviens plus habile avec. Avec le temps, tu vas plus vite et gagnes en confiance avec les pièces, sans en perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette prochaine station ici? Alors ici, on appelle ça la partie maudite. C'est un peu une chaîne. Ce qui se passe ici, c'est que si on veut faire des productions plus importantes, comme c'est le cas dans toute l'horlogerie, on a besoin de machines comme celle-ci. Donc, on peut assembler un mouvement de A à Z, presque avec le module et les autres pièces, mais en une seule fois. D'abord, on place 100 fois l'engrenage, puis le barillet, puis le pont de barillet, jusqu'à l'assemblage du mouvement. Ce n'est pas comme s'il faisait un seul mouvement. Les horlogers ici ont l'occasion de travailler sur plusieurs mouvements, donc ils peuvent faire un calendrier perpétuel. Par exemple, pour l'instant, c'est une grande date sur laquelle ils travaillent, mais ce n'est pas le même travail encore et encore. Cela peut aussi être modulaire, il peut y avoir différents types de travaux, et comme c'est une plus petite structure, on peut changer assez rapidement. Quel est le but de ces plateaux? Ils vont contenir le calibre, mais pourquoi ce système de chaîne? Quelle est l'organisation derrière? L'horloger sera ici et vous pourrez poser une pièce pour la maintenir en place. En place tout le temps. Vous avez une plaque avec d'autres pièces. Par exemple, il travaille sur les engrenages et en place plusieurs successivement. Il assemble tous ces mouvements simultanément, 100 fois les engrenages, puis 100 fois le pont d'engrenage. Appuyez sur le bouton et il y a un petit levier en bas. D'accord, oui, il peut simplement l'actionner avec la jambe. Donc il utilise juste son genou et il avance, oui. Oui, je pense que ça va aussi en arrière, mais ça, je ne sais pas. Apparemment, ça va plus haut. Voilà, et tu peux changer de direction et décider où tu veux aller. Si tu rates ou oublies quelque chose, tu peux revenir en arrière et le récupérer. Oui, tu charges tous ces plateaux différents, puis tu peux simplement... Donc la plupart du temps, ce sont les plaques de base que tu mets là-dedans, des plaques de base nues, puis tu mets toutes les pièces de la montre dedans. Il y a déjà un mouvement assemblé, mais nous devons les assembler avec le module, et ça se passe ici. Et ça, il faut l'avoir pour atteindre les chiffres de production dans l'industrie horlogère. C'est vraiment important maintenant, donc absolument. Pour finir le T1, je veux vous présenter la complication. Frédéric Constant crée aussi des complications réputées plus prestigieuses en horlogerie, y compris le calendrier perpétuel et aussi le tourbillon. Et nous avons ici mon collègue qui travaille sur la base de la cage du tourbillon. Comme vous pouvez le voir, je viens de prendre celui-ci. Il y a beaucoup de petites pièces. Ceux-ci servent de contrepoids au tourbillon pour équilibrer l'échappement, car ce dernier a un poids dans la cage qu'il faut compenser. Parce que si l'équilibre du tourbillon n'est pas lui-même équilibré, oui. Donc vous essayez de trouver ce point d'équilibre pour que ça... Oui. C'est déjà fait, il ne reste plus qu'à assembler. Et ensuite, il y aura une partie au-dessus qu'on appelle les 3 bras, qui inclut aussi le balancier que nous réglons. Ici, vous avez la régulation, par exemple, et cela pourrait être l'un des premiers tests du balancier, mais ensuite, nous devons l'ajuster finement. Mais si toutes ces premières mesures de marche sont dans un delta de 7 secondes,
Alors nous passons à l'étape suivante et nous plaçons effectivement le tourbillon dans sa cage. Vous le testez 2 fois avant de l'insérer dans le boîtier. Il est testé statiquement dans 6 positions. Les 6 positions doivent être dans un delta de 7, donc la différence entre toutes les positions doit être inférieure à 7 secondes. Une fois que c'est fait, il sera placé dans la cage du tourbillon et testé dans seulement 3 positions, car toute la verticale sera couverte en 1 minute grâce au tourbillon d'1 minute. Nous vérifions toute la position verticale en une seule fois. Des considérations supplémentaires existent selon le point de transition d'un tourbillon, car le balancier sera exposé à divers niveaux. Il y a plus de friction, il y a plus de résistance, donc nous devons toujours vérifier 2 fois. Ce n'est pas comme si on faisait le premier test et qu'on savait que tout irait bien. Nous faisons aussi les tests dans la cage du tourbillon et devons souvent ajuster. Je dois généralement augmenter un peu, car la friction fait perdre du temps. Si tu le règles un peu plus en avance, tu obtiens ce résultat. Il est à un delta de 2 secondes, donc il marche très bien. Oui, très précis. Oui. Beau travail de Jean-Marc ici. Donc ici, nous avons le réglage des calibres de manufacture. Donc les calibres sont assemblés là-bas, comme nous l'avons vu sur la chaîne, puis ils arrivent ici où ils sont aussi vérifiés esthétiquement, mais le point principal ici, c'est la régulation. Donc nous mettons le balancier à plat et nous le centrons. S'il est vraiment centré, sinon vous le verrez dans les résultats. Les résultats seront incohérents. Donc ici, ils le rendent plat et centré, puis ensuite ils le règlent à nouveau, car ce n'est pas parce qu'il est plat et centré qu'il fonctionnera bien. Il faut encore y mettre un peu d'effort. Parfois, un point plus lourd sur le balancier le fait aller plus vite ou plus lentement selon sa position. Mais tout cela se fait ici, donc s'il y a un petit point plus lourd, on peut en fait, avec une petite perceuse, retirer du poids du balancier, puis on peut le tester à nouveau. J'ai constaté chez plusieurs fabricants qu'il y a parfois de l'automatisation, pas forcément pour la régulation, mais pour d'autres aspects. L'assemblage reste ici en grande partie manuel. Pourtant, en fait, Oui, et moi, c'est quelque chose qu'on ne voit généralement pas très souvent. pour la régulation, je connais d'autres entreprises avec des machines stoppant la règle d'équilibre. Nous le faisons manuellement avec un petit manuel et une perceuse. C'est plus long, mais ça marche pour nous. Et ce qui fait partie de la chose, c'est que ça fait partie en quelque sorte de la philosophie de FC, comme le fait de vouloir, vous savez, préserver ce type d'artisanat. Je pense aussi, ouais. C'est bien qu'il y ait encore des gens capables de faire cela, pas seulement des machines, même si elles sont parfois plus rapides ou efficaces. Pour nous, ça fonctionne, on obtient de bons résultats, donc on en est satisfait. Et ça ajoute un petit plus à la touche humaine. Et je pense que c'est l'un des points attractifs pour beaucoup de gens quand ils achètent une montre, surtout dans ce segment aussi. Je veux dire, on parle de beaucoup de ces montres qui sont à moins de 10 000 dollars. Même beaucoup de passionnés qui s'y intéressent, absolument. Et ce genre de vidéo est aussi intéressant pour voir les personnes dans les coulisses, derrière la caméra ou derrière la machine de réglage, pour montrer qui fabrique réellement les montres et quel type de travail s'y fait. Et comme tu le dis, il y a encore beaucoup de travail manuel. Les gens pensent que tout est fait par des machines. Bien sûr, nous avons des machines, mais il faut encore beaucoup d'intervention humaine. Et y a-t-il des étapes supplémentaires et avez-vous des normes différentes pour vos calibres de manufacture par rapport à, par exemple, un mouvement acheté chez Solita? Oui, les mouvements Solita ont généralement leurs propres normes que nous vérifions systématiquement. Donc, vous vérifiez toujours cela, oui. Oui, cela dépend aussi de notre calibre, donc la réserve de marche peut être différente. Le chronographe peut avoir des tolérances différentes, par exemple par rapport à une phase de lune ou un calendrier perpétuel. Donc nous avons une fiche à côté de chaque machine, et chaque machine ou chaque mouvement a la sienne. Les tolérances, et vérifiez-vous aussi, par exemple, la précision pour différentes parties de la réserve à différents points de la ligne. Est-ce aussi vérifié en fin de ligne pour voir si le mouvement conserve la réserve de marche et aussi l'isochronisme, surtout pour le tourbillon. Nous faisons aussi beaucoup de tests de 24 heures, donc nous le mettons de côté pour voir si après 24 heures, il est toujours comparable à la version complètement remontée de la montre. Donc, une autre étape dont nous devrions probablement parler, c'est que nous avons regardé tourbillon, mais sur glace. Certaines techniques de finition haut de gamme, comme tu l'as expliqué en tant qu'horloger ici, font partie de ton travail. Tu es payé et membre de l'équipe. Tu sais bien le faire, parfois je fais juste semblant. Tu veux nous montrer un peu plus ce que tu fais ici? Oui. Donc en effet, nous faisons aussi du chanfreinage, mais c'est réservé uniquement à nos pièces spéciales. Par exemple, nous avions une pièce de Nico Leonhardt qui a été chanfreinée à la main. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, nous avons sorti une montre entièrement finie à la main aussi.
avec des finitions plus, disons, artisanales, vraiment avec les outils que nous avons ici. Donc, nous n'avions pas besoin d'acheter de nouveaux équipements. Donc, c'était plus facile de convaincre News de faire ce projet à l'époque. Donc, pour ça... Tu prends et tu découpes ton bois de gentiane, c'est ça? Oui. En fait, tu pars en randonnée, tu le ramènes. Ma copine devient folle à cause de moi parce qu'à chaque fois, attends, tu dois vraiment... Aller chercher ton propre bois comme toi. Ouais. Je l'ai ramassé. Ouais, donc tu ne l'achètes même pas, tu vas vraiment le choisir toi-même à la main. Ouais, non. C'est incroyable dans les montagnes autour. J'ai aussi des cordes entières de ça dans mon casier. Mais non, tu peux le prendre. C'est bien pour la touche finale. Donc, normalement, tu commences avec les limes, puis tu passes au polissoir en bois, toutes sortes de différents microns. Donc, tu commences à 1200, puis 9 microns, 5 microns, 3 microns. Et normalement, tu peux ensuite passer au jiangjiang. Cela dépend de la pièce. Parfois, il faut insister un peu plus longtemps avec certains. Et ensuite, quels autres types d'embellissements pour la finition fais-tu ici? Comme quelque chose avec, par exemple, un polissage? Oui, donc on a aussi le polissage noir, principalement pour les pièces en acier. Donc, cela implique un bloc de zinc, un bloc avec un peu de pâte diamantée que nous avons aussi. Et ensuite, il suffit d'ajouter la friction et simplement de faire tourner. Une couche très fine, donc presque invisible. Ensuite, vous commencez à faire des mouvements circulaires ou de petits 8, selon ce dont vous avez l'habitude, jusqu'à obtenir un polissage effet miroir. En fait, c'est comme un petit miroir. Chaque vis et chaque pièce en acier aussi, donc chaque roue en acier, est polie à la main, soit par Jérôme, soit par moi. Puis on les intègre dans ce mouvement, surtout pour les pièces spéciales en édition limitée. Cela aussi, ça prend un peu plus de temps que ce que nous pensions parce que c'était la première fois pour la collection, la première fois pour nous aussi. Donc c'est juste de la pure passion et finalement ça a pris un peu plus de temps. Mais Nils est d'accord avec ça. Il nous laisse quand même tout faire entièrement à la main, donc c'est vraiment cool. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil rapide au contrôle qualité au sein du T1. Donc, Manu travaille actuellement sur les mouvements sélectionnés qui arrivent. Il vérifie. Les mouvements arrivent et nous effectuons un contrôle visuel complet. Nous vérifions aussi la marche et le bon fonctionnement des fonctions. En fait, c'est le jupilaire, désolé. Il effectue le contrôle complet, y compris pour les calibres de manufacture finis. Donc, une fois qu'un mouvement est terminé, le mouvement de manufacture, il vient ici, il sera contrôlé par Manu et ensuite il ira en stock ou il ira à l'emboîtage, puis il aura sa propre vie après. Est-ce qu'il y a des contrôles supplémentaires qui sont effectués pour un calibre de manufacture? Différents calibres auront des contrôles différents, donc chacun aura les siens. Bien sûr, oui. Cela dépend de la complication. Une phase de lune nécessite d'autres contrôles qu'un calendrier perpétuel qui demande bien plus d'étapes. Nous contrôlons régulièrement le calibre et pour la roue des mois, nous faisons défiler 48 mois pour vérifier l'année bissextile. Il y a donc quelques étapes supplémentaires, mais les critères restent inchangés. Il suffit que le mouvement soit précis. Nous visons la même qualité partout. Et si quelque chose ne passe pas à l'inspection, qu'est-ce qui arrive à ce mouvement? Que se passe-t-il ensuite? Si c'est un calibre de manufacture, par exemple, nous le renvoyons à l'horloger parce que nous pouvons voir qui l'a fabriqué et il fait probablement une petite retouche. Ou si c'est par exemple du silicium avec un tourbillon, il peut arriver qu'un petit morceau se casse et nous apportons une modification, puis nous le testons à nouveau, donc toute la chaîne recommence. Mais de cette façon, nous savons que c'est bon. Si c'est un mouvement d'un tiers, nous pouvons soit, si c'est un petit ajustement, le faire nous-mêmes, soit le renvoyer et alors nous recevrons un mouvement de remplacement. Nous avons vu l'assemblage. Passons maintenant à l'étape suivante après T1 et T2, la pose des aiguilles et l'emboîtage. Oui, donc ceci est une petite partie du support T2 du T2. Et ici, nous avons en fait la pose des aiguilles sur le mouvement. Comme nous l'avons vu, le mouvement a déjà ce cadran au-dessus. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à poser les aiguilles sur ce mouvement. Comme vous pouvez le voir, nous avons un outil spécial que vous pouvez centrer ou décentrer pour poser différents types d'aiguilles. Donc, il est aussi utilisé pour les chronographes. Pour celui-ci, c'est assez simple car il n'y a qu'une date et les aiguilles au centre. Donc celui-ci, disons que c'est un modèle plus facile à réaliser. Quel serait un exemple d'un modèle qui serait plus difficile? Un chronographe ou un calendrier perpétuel ou le tourbillon. Si quelque chose ne va pas, il faut tout démonter à nouveau. Et ceux-ci sont déjà souvent testés. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que l'indication 24 heures soit vraiment en haut en posant les aiguilles. Sinon, tes jours, ouais. Les aiguilles s'alignent parfaitement. Ouais, mais comme il y a le cadran, tu ne vois pas quand la date saute. Donc, il faut juste être sûr que c'est à minuit. Et puis cette presse,
Cet outil de pression est-il réglé pour différentes tolérances selon la quantité de pression à appliquer? Quand il tourne, est-ce selon chaque aiguille ou selon la taille? C'est une question de taille, oui, du diamètre de l'aiguille. Et puis la quantité de pression, c'est surtout le ressenti de l'horloger, son expérience. Comme je l'ai dit, nous avons aussi la machine qui mesure la pression, mais cela reste encore très manuel, comme tu l'as mentionné. Nous avons la machine, mais faisons aussi du manuel. Quand toutes les aiguilles sont en place, tu vérifies l'alignement, puis ça revient ici pour l'emboîtage. Ensuite, tu passes à l'emboîtage. Comme en T1, le boîtier arrive, ils reçoivent les aiguilles ou un chronographe universel. Et ici, ils recevront le boîtier, donc le fond du boîtier. Parfois, selon le boîtier, aussi la lunette, qu'ils doivent également presser sur le dessus. Dans ce cas, seule la lunette et la carrure sont d'une seule pièce et ils ont seulement à visser le fond du boîtier. Bien sûr, il faut faire très attention à la poussière. Et aussi, il faut s'assurer que la tige de remontoir est à la bonne longueur. Si elle est trop longue, elle dépassera de façon étrange. Si elle est trop courte, vous sentirez une sensation de frottement. Tout doit être précis, il y a des normes, mais aussi des tolérances. Cela peut être légèrement plus court ou plus long. Donc il est toujours important de tout tester. Certains boîtiers de la marque nécessitent-ils plus de temps à assembler que d'autres? Certains sont-ils plus complexes? Ou sont-ils tous traditionnels en 2 ou 3 parties? Comme je l'ai mentionné, le calendrier perpétuel peut être plus difficile. Parce que si le problème, c'est que si à la fin quelque chose ne fonctionne pas à cause d'une aiguille ou autre chose, au final, ça bloque. Il faut tout démonter, il faut retirer toutes les aiguilles à nouveau, il faut enlever le cadran. Donc il y a plus d'étapes. C'est le même type de travail, mais il y a simplement plus d'aiguilles au-dessus du cadran. Enlever chaque élément et tout remettre prend plus de temps. C'est, disons, la partie la plus difficile, celle qui prend le plus de temps pour celle-ci. Nous sommes maintenant à T3, c'est l'avant-dernière étape. C'est ici que tous les contrôles ont lieu, donc les bracelets ou les montres arrivent de l'emboîtage. Ils traversent le mur, arrivent ici et subissent plusieurs contrôles. Esthétiquement et fonctionnellement, comme vous le voyez, ils vérifient la mise en place des aiguilles, leur fonctionnement, l'absence de défauts ou de poussière, etc. Si elle passe là, alors elle va à l'étanchéité. Nous testons si elle est résistante à l'eau. Si elle réussit ce test, elle va à la machine où l'on vérifie la marche de la montre. L'amplitude est correcte. Elle fonctionne dans les tolérances. Si tout se passe bien, nous passons au dernier test pour vérifier le bon fonctionnement du pont automatique et si le rotor recharge bien la montre portée. Et puis, bien sûr, il y aura aussi une dernière vérification pour voir si la marche et l'amplitude sont toujours suffisamment élevées. Puis, on passe au pont automatique. Et ce sera tout. Et après qu'elle soit à T4, nous mettrons le bracelet et elle sera prête à partir. Et toute cette séquence que nous avons vue jusqu'à présent consiste essentiellement à descendre la chaîne. Si vous regardiez d'en haut, c'est essentiellement une progression linéaire de la façon dont nous sommes passés, vous savez, du préassemblage jusqu'à T1, T2, T3, et ça passe de département en département. Et littéralement d'un bout à l'autre du bâtiment, de la gauche vers la droite. Quels autres tests? Donc, quand on parle des différents tests, y a-t-il autre chose que tu voudrais, aborder ici de façon plus spécifique? Oui, chaque complication a son test. Pour un QP, il faut des tests plus longs, passés par chaque mois et chaque jour. Pour un chronographe, vérifie que les aiguilles reviennent toujours exactement à 12, même après plusieurs remises à zéro. On a souvent vu les aiguilles et testé cela à chaque étape de l'assemblage, avec de nombreuses vérifications croisées observées. Oui, mais avec un chronographe, peut-être que ça ne se produit pas la première fois, mais après quelques essais, il se peut que l'aiguille commence à bouger, et alors il faut revenir en arrière parce qu'elle n'est pas assez bien fixée. Comme pour la remise à zéro, si tu fais la remise à zéro, oui. Donc, il y a différents types de contrôles pour chaque montre. C'est différent à chaque fois et elles ont toutes leurs propres tolérances. Ici, nous avons un test de pression pour vérifier si les montres sont réellement étanches. Si une montre échoue au test, elle revient à l'étape T2 pour vérifier l'état des joints qui ont pu être endommagés lors de la fermeture du boîtier. Si c'est le cas, nous pouvons les remplacer et elle revient. Bien sûr, elle doit d'abord passer le test esthétique aussi, car il peut arriver qu'un grain de poussière soit rentré, et une fois que tout cela est fait, elle peut revenir ici. Est-ce que c'est un test à sec ici? Vous faites comme un test à sec du boîtier. Donc, vous simulez combien d'atmosphères de pression? Ça dépend. Je pense que le maximum que nous ayons atteint en zone critique est de 5 ATM. Et ensuite, continuons à voir quelles autres machines vous utilisez. Donc, nous avons des tests de position. Oui. Donc, ceci mesure en fait le débit, comment il fonctionne, l'amplitude. Nous devons rester tolérants, le papier est ici,
mais ils doivent aussi vérifier chaque montre. Il faut veiller à ne pas confondre les tests de mouvement. Un test de calendrier perpétuel ne s'applique pas à un chronographe car les tolérances diffèrent. Soyez donc vigilants. Ici, nous avons en fait une machine qui fait tourner les mouvements. C'est pareil, mais un peu plus rapide. On teste le rotor et le pont automatique dans diverses situations, mouvement rapide ou lent. Explique pourquoi c'est important. Lors des vérifications de position d'une montre, on procède généralement à ce rythme-là. Pourquoi le faire à un rythme plus élevé et avec des mouvements plus rapides? Pourquoi tester de cette façon? Parfois, si la montre est complètement remontée, le rotor a un peu plus de mal à bouger. Et avec un mouvement plus lent, il a vraiment le temps de tomber à un angle de 90 degrés ou à un angle de 40 degrés. Si elle va plus vite, parfois, si elle est trop remontée et qu'elle tourne un peu trop fort ou que le sertissage de la pierre est trop serré, il peut arriver que le rotor ne bouge plus librement et qu'il n'ait plus le rythme nécessaire pour vraiment remonter la montre. Donc il faut faire attention et nous devons aussi tester les vitesses plus rapides pour voir si elle remonte toujours ou si elle fait simplement suivre le mouvement de la rotation. Donc, l'étape finale, nous avons passé en revue chaque aspect de l'assemblage en terminant par la fixation finale. C'est ici que nous mettons le bracelet sur la montre. C'est une étape clé car sans bracelet, ce serait juste une montre de poche. Comme vous pouvez le voir, notre collègue insère la barrette à ressort dans le bracelet, puis il place le bracelet sur la montre. C'est une tâche facile, mais aussi une tâche où l'on peut rayer la montre. Il faut donc rester prudent. On peut devenir négligent parce que ça paraît simple. Il faut faire attention, sinon il faudra tout recommencer et repasser tous les contrôles. Et ensuite, il y aura un dernier contrôle qualité avant que cela ne passe à l'emballage et à l'expédition. Puis les montres seront envoyées aux détaillants et, vous savez, aux clients du monde entier. En espérant les rendre heureux. Niels, après avoir observé l'assemblage de tes montres, je pense qu'il serait utile d'évoquer certaines étapes clés une fois les produits finis. Bien sûr. Alors, par où veux-tu commencer ici? Je sais que nous avons quelques-unes des pièces emblématiques de la marque ainsi que quelques modèles d'entrée de gamme, mais où aimerais-tu commencer? La manufacture est un sujet que nous aimons aborder. Nous venons d'examiner la T1. Je pense que ce qui intéresse les spectateurs, c'est que nous fabriquons des montres pour les calibres touristiques, mais cela ne représente que 7% du volume, c'est la cerise sur le gâteau, ce qui fait l'histoire. Cela nous différencie de la concurrence. Et les mouvements les plus emblématiques que nous avons, récemment, l'année dernière, nous avons lancé la Moonphase, Money for Two calibres, avec une réserve de marche de 72 heures. Pour moi, la roue World Timer est l'un des best-sellers et mouvements les plus emblématiques. Réglage facile via la couronne, heures et minutes complètes, disque des villes, disque 24 heures, tout est entièrement réglable grâce à la couronne. Ensuite, le calendrier perpétuel, grande nouveauté de l'année, réserve de marche de 72 heures, boîtier, 40 mm. C'est pour nous assurément une étape importante. Et ensuite, nous avons le tourbillon. Le tourbillon a été lancé il y a 2 ans dans un boîtier de 39 mm. Il n'existe pas beaucoup de tourbillons pour un boîtier de 39 mm et celui-ci est juste en dessous de 15 000 €. Donc, cet accès à la complication est quelque chose dans lequel je pense que vous excellez. Ma première découverte de votre marque a en fait été cette montre, la World Timer. Et à l'époque, c'était une montre à 4 ou 5 000 $, en dessous de 4 ou 5 000 $ pour une véritable World Timer de manufacture. Vous avez évoqué la possibilité d'ajuster l'heure universelle avec une seule couronne. Oui, il ne s'agit pas seulement d'ajouter la complication. Je pense que ce que vous avez réussi à faire, c'est justement de rendre ce concept facile à manipuler, à utiliser, parce que si vous regardez toutes les autres montres à heure universelle, il peut y avoir des poussoirs, il peut y avoir des éléments pour lesquels il faut utiliser un outil. Ici, tout peut être activé à partir de cette seule couronne. Et c'est l'une des montres que j'aime défendre comme un incroyable concentré de valeur. C'est vrai, elle est durable, elle est de haute qualité. Ne pas avoir de poussoir supplémentaire, pour moi, c'est la simplicité. Oui. Ce qui, en horlogerie, ne fonctionne pas toujours parce que beaucoup de fabricants aiment expliquer combien de composants ils ont. Pour nous, la simplicité se retrouve dans la qualité. Vous avez toujours ces fonctions. Disque 24 heures, disque rotatif des villes en périphérie, date sur sous-cadran. Tout cela est possible avec cette seule couronne, c'est incroyable. Et puis les calendriers perpétuels, quand vous pensez à un calendrier perpétuel suisse, généralement on parle de dizaines de milliers de dollars. Ce n'est pas le cas ici.
L'année difficile fut 2017 lors du lancement des premiers calendriers perpétuels. Si l'on considère uniquement la valeur monétaire, cela devrait dépasser 10 000 euros. Absolument, car à l'époque, c'était juste sous les 8 000 euros. À cette époque, l'idée du calendrier perpétuel est née d'abord avec un design de cadran équilibré, parce que la plupart des calendriers perpétuels ont des compteurs très rapprochés les uns des autres. Nous avons réalisé le design du cadran et à partir de cela, nous avons ajusté le mouvement. Ce mouvement est désormais proposé dans un boîtier de 40 mètres avec 72 hoches de réserve de marche, un design équilibré et un prix sous les 10 000 euros. Et ensuite, un concept similaire avec le tourbillon également. Je veux dire, une marque suisse, et d'ailleurs, c'est un tourbillon suisse. Suisse. Nous avons déjà examiné cela et observé également l'assemblage avec les précautions pour ce tourbillon. En général, on ne voit pas une montre comme celle-ci et ce niveau de savoir-faire à la fois. Il y avait aussi quelque chose concernant vos horlogers, comme s'ils voulaient vraiment s'exprimer eux-mêmes. Roland travaille ici depuis 6 ans et a beaucoup évolué en testant de nombreuses choses. C'est presque comme cette capacité à vraiment mettre en avant cet exercice de créativité, là où je pense que beaucoup de marques dans ce segment de prix ne freinent pas cela. Mais je pense qu'un tourbillon à ce prix-là, c'est incroyable. Eh bien, ce qu'il y a avec l'horlogerie pour nous, c'est que nous stimulons les horlogers. Nous attirons de nouveaux horlogers issus de l'école d'horlogerie parce que c'est le principe selon lequel nous travaillons. De jeunes personnes motivées qui font partie de quelque chose. Mais bien sûr, la grande majorité des ventes se fait surtout, disons, entre 1 000 et 3 000 euros. C'est la fourchette idéale de la marque. C'est là que 93 % du volume se réalise. C'est là que nous avons besoin des ventes pour investir dans cette innovation. Voici la gamme Classics Premier, l'une de mes préférées. Dans la famille Classics, il y a la Classics Index et ceci. Ceci est une version plus traditionnelle avec les chiffres arabes et le style épuré des chiffres ou aiguilles Breguet. Regardez. Voici le mouvement, le joug Perret-Gesson, entièrement décoré à l'arrière avec une boîte en verre visible. Le prix est juste sous 2 500 $ américains, mais vous obtenez beaucoup de qualité et de montres pour ce montant. Boîte en verre à l'arrière, c'est le bracelet intégré, un bracelet à 5 maillons avec le maillon de bout entièrement intégré. On ne voit pas cela à ce prix-là. Et puis, si vous regardez le cadran bleu électrique avec ses variations de hauteur, ses index appliqués, ça respire vraiment le luxe. Et tout ça dans un boîtier de 39 mm. Oui, c'est une excellente taille. Pour ceux qui regardent, ils pourraient se demander, mais ils ont vu beaucoup de marques commencer à monter en gamme. Beaucoup de marques abandonnent ce segment de 1 000 à 3 000 $. Quel est votre objectif en dirigeant cette marque? Où voulez-vous voir FC aller? Quel est votre raisonnement pour l'avenir? C'est une bonne question. Donc, pour nous, Money Factory signifie que nous montrons ce dont nous sommes capables. Et le World Timer en est un exemple. Le QP en est un exemple. Le tourbillon en est un exemple. Nous n'allons pas les produire en masse. C'est pour ceux qui aiment la marque et souhaitent acheter quelque chose d'unique à bon prix. Nous, le volume reste entre 1 000 et 3 000. C'est là que nous allons produire des montres avec une finition encore plus élevée, mais c'est notre positionnement. Nous ne voulons pas monter, nous ne voulons pas descendre, c'est là que nous voulons rester. Merci beaucoup, Neil, pour aujourd'hui. C'était génial de découvrir les coulisses de FC et de voir tout ce que tu as accompli en si peu de temps. À l'échelle de cette industrie, c'est une marque dont les capacités sont largement sous-estimées, mais j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps aujourd'hui de nous en montrer davantage. Merci beaucoup, je suis heureux que tu sois là.